Elle trempe la plume dans l'encrier. Pas brusquement, avec précaution, comme quelqu'un qui a appris très jeune que les gestes précipités tâchent. Le métal touche l'encre noire, s'y enfonce légèrement, remonte. Elle attend que l'excès goûte. Ce geste-là, ce geste minuscule de patience, elle l'a dans les mains depuis l'enfance. On lui a appris à Vienne que les lettres mal écrites révèlent le caractère, que les pâtés d'encre sont une forme d'impolitesse. Sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, femme qui gouvernait un empire avec la même autorité naturelle qu'elle réprimandait ses enfants, avait des opinions très précises sur la tenue d'une plume. Ce soir, ces opinions survivent. Le corps se souvient de ce que l'esprit n'a plus la force de décider. Dans la cellule de la conciergerie, à cette heure qui n'est déjà plus la nuit mais pas encore le matin, le silence a une texture particulière. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence de choses retenues. La scène est là, de l'autre côté des murs de pierre, et par moments on entend quelque chose qui ressemble à l'eau, mais ce pourrait être autre chose. Les gardes bougent. L'un d'eux est assis à quelques mètres, dans la semi-obscurité, les yeux baissés ou levés, on ne sait pas vraiment. Il ne parle pas. Il a reçu des instructions sur ce qu'il peut et ne peut pas faire cette nuit, et l'une des choses qu'il peut faire, apparemment, c'est la laisser écrire. La chandelle est petite. Elle brûle avec cette flamme légèrement orange des chandelles de Suif, pas les belles bougies de cire blanche de Versailles. Ça, c'était une autre vie, une autre lumière. Celle-ci fume un peu. Elle sent le gras, le banal, le cheap, si on peut utiliser ce mot pour une odeur. Sur la table, le papier, l'encrier, la plume. Pas grand-chose d'autre. Une tasse peut-être, vide. Ses mains qui tremblent très légèrement, du froid, de la fatigue, de quelque chose d'autre qu'on n'a pas de nom exact pour nommer. Il est environ 4h30 du matin. Elle vient d'être condamnée à mort. Pour comprendre ce que signifie cette phrase, « elle vient d'être condamnée à mort », il faut reculer. Pas de quelques heures, de 23 ans. Il faut aller à Vienne, dans le palais de Schönbrunn, dans une chambre d'enfant où une petite fille aux cheveux clairs apprend le clavecin avec un professeur qu'on appelle respectueusement Herr Gluck et qui deviendra l'un des compositeurs les plus importants de son siècle. Elle a 8, 9 ans. Elle joue assez bien, avec sentiment, disent ses professeurs, moins bien avec rigueur. Elle aime ça, la musique, le mouvement, les choses qui font du bruit joyeux. Elle aime aussi les animaux, les jardins, courir davantage qu'on ne l'y autorise. Elle dessine mal. Elle écrit lentement et avec des fautes que sa mère corrige dans des lettres qui ressemblent parfois à des réquisitoires bienveillants. Marie-Thérèse d'Autriche a 16 enfants. Pas 16 enfants, comme on dit, 16 résidences secondaires. 16 enfants réels, nourris, élevés, observés, instrumentalisés pour la politique européenne avec une efficacité qui force le respect, même aujourd'hui. Ces filles sont des pièces sur l'échiquier des alliances continentales, et ça, Marie-Thérèse ne le cache pas. Elle aime ses enfants et elle les utilise, simultanément, sans contradiction apparente, ce qui dit quelque chose sur les mœurs de l'aristocratie du XVIIIe siècle que même les épisodes de télévision les plus sombres peinent à rendre vraiment. Marie-Antoinette est la 11e. 11e enfant survivant, ce qui veut dire qu'il y en a eu d'autres avant elle qui ne sont pas survivants, et que la mort est une présence familière dans cette maison comme dans toutes les maisons de cette époque. Elle est vive, attachante, un peu résistante à l'étude formelle. Ses professeurs signalent régulièrement qu'elle préfère charmer plutôt qu'apprendre, ce qui est une façon polie de dire qu'elle est plus intelligente émotionnellement qu'intellectuellement, et que cette intelligence-là, dans le monde où elle va entrer, sera tantôt son atout le plus précieux et tantôt sa vulnérabilité la plus exploitable. À 13 ans, on lui annonce qu'elle va épouser le dauphin de France. Louis-Auguste de France, futur Louis XVI, a 1 an de plus qu'elle. Elle ne le connaît pas. Elle ne connaît pas la France, n'a jamais traversé la frontière, parle français avec un accent qui fera sourire la cour de Versailles pendant des années. Mais l'alliance franco-autrichienne a besoin de symboles humains, et elle est disponible, vivante et présentable. Le mariage se décide entre les deux cours comme on décide d'une clause contractuelle. Ce qui se passe ensuite, au printemps 1770, sur une île au milieu du Rhin,
mérite qu'on ralentisse vraiment. La cérémonie de remise est une invention diplomatique du XVIIIe siècle pour les unions entre grandes cours. Un protocole élaboré, presque rituel, avec ses propres règles précises et ses propres absurdités. L'idée est simple. La future épouse doit devenir française. Et pour symboliser ça, on lui retire tout ce qui est étranger. Tout. Sur une île neutre, l'île sur le Rhin entre Kehl et Strasbourg, dans un bâtiment construit exprès pour l'occasion, divisé en 2 salles, Marie-Antoinette entre par une porte autrichienne et sort par une porte française. Entre les deux, on la déshabille et on la rhabille. On renvoie ses domestiques autrichiens, on lui retire ses bijoux autrichiens, on lui reprend ses papiers autrichiens, et on lui reprend son chien. C'est un petit carlin, un de ces chiens au museau aplati et aux yeux globuleux que la noblesse européenne affectionne depuis des générations et dont la mode durera jusqu'aux révolutions. Elle l'aime vraiment. Pas de façon performative, de cette façon que les enfants aiment les animaux, totalement, sans nuance. Et il doit rester de ce côté-ci du Rhin. Les fonctionnaires lui expliquent la règle avec la politesse détachée des gens qui appliquent des protocoles sans les avoir inventés. Elle a 14 ans. Elle pleure. Quelqu'un, probablement sa dame d'honneur autrichienne, qui va aussi rester de l'autre côté, la console du mieux qu'elle peut. Et puis Marie-Antoinette traverse. Elle traverse la porte française, et il n'y a pas de retour possible. On a tendance à raconter la suite rapidement. Versailles, la cour, les fêtes, les dépenses, le scandale, comme si ça coulait de source. Comme si une fille de 14 ans débarquait dans la cour la plus regardée d'Europe, sans ses domestiques, sans sa langue maternelle, sans son chien, avait juste à s'adapter et à tenir son rôle. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre sur les premières années de Marie-Antoinette à Versailles. Quelque chose qu'on escamote souvent dans le récit classique de la reine dépensière. Elle est seule. Profondément, structurellement seule. Son mari, Louis-Auguste, dauphin puis roi, est un homme que tous les historiens sérieux décrivent avec les mêmes adjectifs. Intelligent, consciencieux, timide, mal à l'aise en public, bien meilleur avec les serrures qu'avec les gens. Il aime la chasse, la forge, les mécanismes. Il aime peut-être aussi sa femme, avec une sorte d'affection gauche et empêchée que les contemporains ont notée. Mais il ne sait pas comment être avec elle. Leur mariage n'est pas consommé pendant des années, 7 ans environ selon les sources, bien que les causes exactes restent un sujet de désaccord discret entre historiens. Les pamphlets de l'époque s'en emparent avec férocité. Les cours étrangères murmurent. Marie-Thérèse d'Autriche écrit des lettres de plus en plus pressantes depuis Vienne. Et Marie-Antoinette, jeune femme dans un mariage blanc devant toute l'Europe, cherche autre chose où mettre son énergie, son affection, sa vivacité. Elle trouve les fêtes, la mode, le jeu. Le petit Trianon, ce pavillon à l'écart du château principal que Louis XVI lui offre quand il devient roi en 1774 et qui devient son espace à elle, ses jardins, ses fêtes, son hameau de paysannerie dorée où elle joue à la bergère avec des moutons qui sont lavés et parfumés avant chaque visite royale, ça au moins, c'est vrai. Et ça au moins, mérite qu'on soit honnête. C'est une extravagance déconnectée du monde réel. Pas monstrueuse, pas unique dans cette cour qui vit entièrement hors du monde réel, mais réelle. Mais qu'il mange de la brioche, non. Soyons clairs une fois pour toutes. Cette phrase apparaît dans les Confessions de Rousseau pour désigner une grande princesse, à une époque où Marie-Antoinette a à peine 10 ans et vit encore à Vienne. Elle n'a jamais dit ça. Les historiens le savent depuis longtemps. Ça ne change pas qu'elle ait été perçue comme quelqu'un qui aurait pu dire ça. Et c'est peut-être là la chose intéressante. Une réputation peut être plus puissante qu'un fait. Et la réputation de Madame Déficit, construite pendant les années 1780, à travers des pamphlets, des caricatures, des chansons de rue obscènes, a fait autant de dégâts politiques que n'importe quelle décision réelle. L'affaire du collier, en 1785 et 1786, est le moment où cette réputation se solidifie en quelque chose d'irréversible. Une arnaque élaborée, un cardinal crédule, une aventurière de génie nommée Jeanne de la Motte-Valois, un collier de diamants astronomiquement cher commandé en son nom sans qu'elle le sache. Elle est totalement étrangère à cette escroquerie. Un tribunal la quitte. Mais peu importe,
L'affaire sent le scandale royal, l'argent, la décadence, et les pamphlets s'en emparent avec une jubilation qui n'a rien à voir avec la vérité judiciaire. Le peuple de Paris a déjà décidé ce qu'il pense d'elle, et un verdict de tribunal ne change pas ce que les gens ont décidé de croire. Puis 1789. Ce n'est pas une date, c'est un séisme. La prise de la Bastille le 14 juillet, la marche des femmes sur Versailles en octobre, ce sont des événements qu'on raconte dans tous les manuels scolaires, alors racontons plutôt ce qui n'y figure pas toujours. Lors des journées des 5 et 6 octobre, quand la foule arrive à Versailles et que des émeutiers pénètrent dans le château, Marie-Antoinette s'enfuit de sa chambre en chemise par un passage dérobé, tandis qu'on fracasse les portes de ses appartements. Les gardes qui protègent ces couloirs sont tués. Elle court, pieds nus selon certains récits, jusqu'aux appartements du roi. Et le lendemain matin, sur le balcon du château, face à une foule qui réclame sa mort, « À Paris, à Paris !» elle sort seule. Louis XVI est là, les enfants sont là, mais elle se présente seule face à la foule, s'incline profondément et attend. La foule est silencieuse un moment. Puis certains crient « Vive la reine !» Ce moment ne change rien politiquement. Ils partent quand même pour Paris le soir même, prisonniers consentants dans leurs carrosses royaux, escortés par la foule qui a planté des têtes de garde sur des piques. Mais ce moment dit quelque chose sur ce qu'elle est capable de faire quand elle est acculée. Un courage d'apparat peut-être, ou quelque chose de plus profond. On n'est pas obligé de trancher. La fuite à Varennes, en juin 1791, est l'erreur qui signe tout. La famille royale tente de fuir déguisée vers la frontière autrichienne, un plan élaboré, soutenu de l'extérieur par plusieurs personnes, dont Axel von Fersen, le diplomate suédois dont les lettres récemment déchiffrées par des chercheurs de l'université de Stockholm laissent entendre une relation qui dépasse la diplomatie. Ils sont reconnus à Varennes, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. On les ramène à Paris dans une humiliation totale et publique, escortés par la foule tout le long du chemin, sous la chaleur de juin. Quiconque enlève son chapeau au passage du carrosse royal est malmené par la foule. C'est la fin. Même ceux qui voulaient croire à une monarchie constitutionnelle ne peuvent plus défendre une famille royale qui a tenté de fuir, rejoindre les armées ennemies. L'emprisonnement au Temple arrive en août 1792, après la prise des Tuileries et la chute de la monarchie. Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, Marie-Thérèse, qu'on appelle Madame Royale, et Louis-Charles, le dauphin de 8 ans, et Madame Élisabeth, qui aurait pu ne pas être là et qui a choisi d'être là quand même. Le Temple est une forteresse médiévale dans le Marais, sombre et froide. Ils y vivent en prisonniers d'État pendant des mois, une vie de restrictions progressivement aggravée, de mauvaises nouvelles qui arrivent par fragments, de visites refusées, de courriers censurés. Louis XVI est jugé et guillotiné en janvier 1793. En août 1793, on sépare Marie-Antoinette de ses enfants. On la transfère seule à la conciergerie. Son fils, Louis-Charles, 8 ans, reste au Temple. Il sera confié à Simon le cordonnier pour y être déroyalisé, éduqué comme un sans-culotte, coupé de sa sœur, coupé de tout ce qu'il a connu. Ce que cette séparation coûte à Marie-Antoinette, les témoins de la conciergerie le notent dans leurs récits. Elle refuse parfois de manger pendant des jours. Elle, qui avait déjà maigri énormément depuis le début de l'emprisonnement, continue à maigrir. Ses cheveux, qui avaient commencé à blanchir après la nuit de Varennes, selon certains témoignages en une seule nuit, bien que la physiologie médicale préfère dire en quelques semaines, sont maintenant entièrement gris. Elle a 37 ans et elle ressemble à une vieille femme, disent certains gardiens qui ne cherchent même pas à être cruels, qui constatent simplement. La conciergerie. Il faut vraiment s'y arrêter, parce que le mot « prison » ne dit rien de suffisant. C'est un bâtiment du XIVe siècle, l'ancien palais des rois de France avant Versailles, reconverti depuis des siècles en prison et en palais de justice. Pendant la Terreur, entre 1793 et 1794, il devient quelque chose de particulier dans le paysage pénitentiaire de la Révolution. Un endroit où on attend de mourir. Pas métaphoriquement, littéralement. Le tribunal révolutionnaire siège au même bâtiment. On juge ici et on condamne ici,
Et la condamnation à mort est prononcée dans la grande majorité des cas. Certaines périodes de la terreur voient le tribunal condamné à mort presque exclusivement. La conciergerie est l'antichambre. On m'y entre pour attendre qu'on vous appelle de l'autre côté. Des milliers de personnes passeront par là entre 1793 et 1794. Nobles, bourgeois, paysans, prêtres, femmes. La guillotine de la Révolution ne trie pas très finement à la fin. Il y a quelque chose d'absurde et d'horrible dans la quantité, dans le débit, dans cette façon qu'a la terreur de traiter l'exécution politique comme une question de logistique. La cellule de Marie-Antoinette, dans ce contexte, a une histoire en elle-même. Quand elle arrive en août 1793, on l'installe d'abord dans une pièce qui était à l'origine utilisée par les gardiens. Petite, humide, avec une fenêtre qui donne sur un préau où les autres prisonniers peuvent circuler. 2 gardes sont présents en permanence dans la pièce, ou juste derrière un paravent de séparation. Les sources divergent légèrement sur l'arrangement exact, mais l'essentiel est clair. Elle n'est jamais seule. Elle ne peut ni pleurer, ni prier, ni penser sans témoin. La pièce fait environ 10 mètres carrés. Un lit de camp avec un matelas mince. Une table, 2 chaises. Un seau pour les besoins naturels, que les gardes doivent voir porter et vider, parce que les règles sont les règles. Elle a un peu de linge, quelques chemises, le nécessaire minimum. Elle a demandé des livres et on lui en a apporté, des romans, semble-t-il, et quelques livres de dévotion. Il y a quelque chose de presque administrativement absurde dans le fait que le système révolutionnaire qui la retient prisonnière dans l'attente de la guillotine lui prête des livres de bibliothèque. Mais c'est ça, les révolutions. Des idées grandes comme le monde et en même temps des formulaires à remplir en triple exemplaire. Elle a des hémorragies régulières, vraisemblablement des fibromes ou une autre pathologie gynécologique. Les médecins de l'époque ne diagnostiquent pas avec précision. Et elle est pâle d'une pâleur qui préoccupe les gardiens moins par humanité que parce qu'une prisonnière morte avant d'être jugée serait politiquement incommode. On lui envoie un médecin. Il lui prescrit quelque chose. Elle ne semble pas aller mieux. Dans les semaines qui précèdent le procès, les femmes détenues dans les parties communes de la conciergerie, celles qui ont un accès plus libre, qui peuvent circuler dans les couloirs communs, l'aperçoivent parfois. Ces femmes qui l'ont peut-être côtoyée à Versailles ou dans les salons dorés de Paris. Ces femmes qui, quelques années plus tôt, l'auraient appelée « Votre Majesté » en baissant les yeux. Maintenant, elles sont dans la même antichambre qu'elle, attendant le même tribunal, avec la même issue probable. L'étiquette a quelque chose de fantôme dans ce contexte. On ne sait plus exactement comment se tenir, comment s'adresser à quelqu'un dont le titre officiel est désormais « citoyenne capée », mais dont la posture, même affaissée, même maigrie, même blanchie, garde quelque chose d'inapprochable. Certains témoignages notent qu'elle brodait. Elle avait demandé du fil et de l'aiguille, une demande accordée après vérification que l'aiguille ne pouvait pas constituer une arme, ce qui, au vu de son état physique, semble une précaution théorique, mais qu'on comprend dans le contexte de la paranoïa administrative de la terreur. Elle brodait. Dans cette cellule de 10 mètres carrés, avec ses gardes silencieux, dans l'attente de son procès, Marie-Antoinette brodait. C'est une image difficile à tenir dans la tête, pas parce qu'elle est tragique, mais parce qu'elle est tellement ordinaire, tellement humaine. Une femme qui attend en faisant quelque chose de ses mains, parce que ne rien faire de ses mains, c'est laisser ses pensées occuper tout l'espace, et ses pensées en ce moment ont des formes qu'on préfère ne pas laisser prendre toute la place. Les bruits de la conciergerie sont aussi une chose à comprendre. Ce n'est pas silencieux. Il y a le bruit des verrous, lourds et métalliques, qui ponctuent chaque heure. Il y a les voix des gardiens, les pleurs parfois des autres prisonniers, les allées et venues du tribunal qui est dans le même bâtiment, les bottes sur les dalles, les portes, parfois des voix élevées qui portent. Quand quelqu'un est condamné dans la salle de tribunal, il revient parfois dans les cellules communes avant d'être emmené. Elle entend des choses. Elle sait des choses sur ce qui attend les gens condamnés par ce tribunal. Et en octobre 1793, le tribunal révolutionnaire la convoque. Le procès commence le 14 octobre 1793. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur ce procès avant d'entrer dans la salle. Ce n'est pas un procès au sens où on entend habituellement ce mot. Ce n'est pas une procédure où l'issue est incertaine, où les preuves sont pesées, où une défense peut véritablement défendre.
Le tribunal révolutionnaire de 1793 est une machine. Elle a une entrée et une sortie, et entre les deux, il y a une formalité qu'on appelle examen. L'accusation est préparée à l'avance, le verdict est attendu. Ce qui se passe dans la salle est, pour la plupart des cas, une mise en scène politique, dont la durée varie selon l'importance symbolique de la personne jugée. Marie-Antoinette est la personne la plus symboliquement importante que ce tribunal ait jamais jugée, ou jugera jamais. Elle entre dans la salle du tribunal à 8 heures du matin. Elle n'a pas dormi, du moins pas vraiment, pas d'un sommeil continu. Elle porte une robe noire, la seule robe noire qu'elle possède encore. Celle qu'elle avait mise pour le deuil de Louis XVI et qu'elle n'a jamais enlevée depuis. Elle est coiffée simplement, ses cheveux blancs ramassés sous un bonnet. Elle marche sans aide, la tête droite. Les observateurs qui sont là, et il y en a, la salle est ouverte au public, des gens se sont levés tôt pour avoir une place, notent deux choses contradictoires. Sa maigreur, qui est presque choquante aux yeux de ceux qui l'ont connue à Versailles, et quelque chose dans sa façon de se tenir qui n'a pas changé. Quelque chose de vertical. Pas de l'arrogance, plus quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle en français le maintien, cette posture apprise si profondément qu'elle devient constitutive de la personne. L'accusation est longue et construite sur plusieurs registres. Il y a les accusations politiques, la trahison, la correspondance avec les ennemis de la France, les tentatives de fuir, les contacts avec les puissances étrangères. Ces accusations ont une base factuelle, même si on peut les contextualiser différemment selon les perspectives. Elle a effectivement correspondu avec ses frères autrichiens. Elle a effectivement participé à la fuite à Varennes. Elle a effectivement eu des contacts avec des représentants étrangers. Dans un autre contexte juridique, certains de ces éléments pourraient être examinés avec nuance. Ici, ce n'est pas le genre de contexte. Puis, il y a l'accusation d'Hébert. Jacques-René Hébert, le fondateur du journal Le Père Duchesne, pamphlet révolutionnaire qui vendait dans les rues de Paris des centaines de milliers d'exemplaires à son pic, avait dans ses pages décrit Marie-Antoinette avec une obscénité qui dépasse la satire politique pour entrer dans quelque chose d'autre. Ces textes sur la reine sont parmi les écrits les plus sexuellement violents qui aient jamais circulé dans la presse politique française. Pendant la Terreur, Madame Veto, comme il l'appelle, ou d'autres surnoms imprimables, est dépeinte dans des illustrations et des textes qui servent moins à informer qu'à déshumaniser systématiquement. Mais l'accusation qu'Hébert soulève devant le tribunal ce jour-là, c'est autre chose. Il accuse Marie-Antoinette d'avoir commis des actes sexuels avec son fils. Son fils, Louis-Charles, qui a 8 ans. On ralentit, on s'arrête vraiment. Il accuse une mère d'inceste sur son fils de 8 ans. Quand on lui pose la question directement, Marie-Antoinette marque un silence. Et puis elle dit quelque chose que les témoins présents, y compris des gens qui ne lui sont pas favorables, qui sont là pour voir sa condamnation, qui applaudiraient volontiers le verdict, notent comme un moment hors du commun. Elle dit, en substance, « La nature elle-même répugne à répondre à une telle accusation portée contre une mère. » Et elle se tourne vers les femmes dans le public, il y a des femmes dans le public, des citoyennes, des sans-culottes, et elle dit « J'en appelle à toutes les mères ici présentes. » Quelque chose se passe dans la salle. Pas une ovation, pas un retournement dramatique de l'assistance, mais quelque chose, un silence différent. Robespierre lui-même, apprend-on plus tard, par des témoignages indirects, il faut le préciser, aurait dit en privé qu'Hébert avait fait une erreur, qu'il avait retourné la sympathie de certains. Hébert avait visé l'humiliation totale et avait, pour un moment, obtenu le contraire. Ça ne change pas l'issue. Le procès dure 2 jours. Elle répond à toutes les questions, des centaines de questions, posées parfois en rafale, sur des années de décision, de correspondance, de dépenses, d'attitudes. Elle répond avec une précision qui surprend. Elle a une très bonne mémoire pour certaines choses, et les témoins qui la décrivent pendant ces 2 jours parlent d'une femme fatiguée mais lucide, qui ne cherche pas à faire de grands discours, mais qui répond à chaque accusation avec ce qu'elle peut dire de vrai. Elle se défend correctement, pour quelqu'un dont les avocats ont reçu leur dossier moins de 24 heures avant le début des débats, une anomalie procédurale qui aurait provoqué l'arrêt immédiat d'un procès dans n'importe quel autre contexte juridique. Les 2 avocats commis d'office s'appellent Tronçon du Coudray et Chauveau-Lagarde. Ce dernier laisse des mémoires.
Il note que leur situation est extraordinairement difficile, qu'ils n'ont pas accès à tous les documents de l'accusation, qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer une défense sérieuse, et qu'il sait, pendant les débats, que leur cliente ne sortira pas vivante de ce bâtiment. Il fait son travail quand même, avec ce courage tranquille des gens qui savent qu'ils perdent et qui plaident quand même. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, le jury délibère. La délibération est courte. Les jurés reviennent avec leur verdict dans un délai qu'on ne précisera pas exactement parce que les sources varient, mais qui est rapide. Très rapide pour quelqu'un dont le procès a duré 2 jours. Coupable, sur tous les chefs d'accusation. La peine, la mort. Le président du tribunal prononce la sentence. Marie-Antoinette l'écoute. Elle ne pleure pas, ou si elle pleure, personne dans la salle ne le voit. Elle se lève, elle marche vers la sortie, et en sortant, elle passe devant les bancs du public. Il est aux alentours de 4 heures du matin. Elle va être reconduite à sa cellule pour attendre l'exécution qui aura lieu le matin même, dans quelques heures. Et c'est là qu'elle demande du papier. Voilà, on y est. On est exactement là où on voulait arriver. Et maintenant, il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans cette cellule, parce que la lettre qu'elle va écrire dans la prochaine heure est un document qui dépasse la biographie pour entrer dans quelque chose d'autre. La destinataire est Madame Élisabeth. Madame Élisabeth, de son nom complet Élisabeth Philippine Marie-Hélène de France, est la sœur de Louis XVI. Elle avait 28 ans quand la famille royale a été emprisonnée au Temple. Elle aurait pu ne pas l'être. Elle était noble, certes, mais elle n'était pas la reine, et il y avait eu des fenêtres d'opportunité pour partir, pour s'exiler, pour rejoindre les aristocrates qui avaient fui en Allemagne et en Angleterre. Elle avait refusé. Elle était restée parce que rester, pour elle, c'était ce que sa conscience lui demandait. Elle reste avec la famille, elle s'occupe des enfants, elle prie, elle mange peu et passe beaucoup de temps à regarder par les fenêtres du temple ce qu'il lui est permis de voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle est au temple cette nuit-là, séparée de Marie-Antoinette depuis des mois. Elle a appris par bribes que sa belle-sœur passait en jugement. Les informations circulaient, mal et par fragments, dans les espaces pénitentiaires de la Révolution. Est-ce qu'elle sait, à cette heure, ce qui vient de se passer dans la salle du tribunal? Probablement pas. Elle dort peut-être, ou elle est éveillée dans le noir et elle pense des choses qu'on ne peut pas savoir. Marie-Antoinette, elle, sait exactement ce qu'elle fait en prenant cette plume. Elle écrit sa dernière lettre à la seule personne encore vivante à qui elle peut vraiment parler. Pas une lettre politique, pas une déclaration pour la postérité. Une lettre à une belle-sœur, à une femme qui a choisi de rester par loyauté quand tout le monde partait, à quelqu'un qui l'a connue dans l'intimité du temple et qui comprendra les références que personne d'autre ne comprendrait. La lettre existe, elle est conservée. On peut la lire, elle a été publiée, analysée, traduite dans des dizaines de langues. Et pourtant, même aujourd'hui, même dans sa forme imprimée sur du papier d'archive ou sur un écran d'ordinateur, elle a quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil à un document historique. Elle a quelque chose d'autre. Elle commence. « Ce n'est pas à vous que j'écris, ma sœur, mais à la Providence qui préside à nos destinées. » Non, attendez, ce n'est pas tout à fait exact. Recommençons. La lettre commence en s'adressant directement à Madame Élisabeth. « C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. » Et puis elle développe. Ce qui frappe en lisant la lettre, vraiment en lisant, pas juste en sachant qu'elle existe, c'est l'ordre. Elle écrit avec ordre. Elle ne délire pas, elle ne se perd pas dans des lamentations, elle ne saute pas d'une pensée à l'autre dans la désorganisation de quelqu'un qui est en état de choc. Elle organise ce qu'elle veut dire. Elle parle de sa conscience tranquille, elle dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle parle de ses enfants, elle parle de Louis-Charles, son fils, de ce qu'il lui a peut-être dit ou a été forcé de dire. Elle dit qu'elle lui pardonne. Cette phrase sur le pardon à l'enfant de 8 ans est la phrase la plus difficile de la lettre à lire. Parce qu'elle contient tout. Elle contient la mère qui refuse de croire que son fils a vraiment dit ces choses de lui-même, qui sait ou pressent que l'enfant a été manipulé, extorqué, interrogé dans des conditions qui ne permettent pas la vérité. Et elle contient quand même le pardon,
comme si même la possibilité que ce soit vrai méritait une réponse qui ne soit pas la colère. C'est soit une grandeur d'âme extraordinaire, soit une dissociation protectrice, et peut-être que c'est les deux en même temps, et peut-être que la distinction n'a pas vraiment d'importance. Elle parle aussi de religion. Elle se dit chrétienne, catholique, mais avec une nuance. Elle dit ne pas pouvoir avoir un prêtre de son choix, parce que les prêtres disponibles sont ceux qui ont prêté serment à la constitution civile du clergé, les prêtres jureurs, que l'Église catholique traditionnelle ne reconnaît pas. Elle dit qu'elle ne sait pas si Dieu acceptera ses prières dans ces circonstances. Il y a une humilité dans cette phrase qui ne ressemble pas à la Marie-Antoinette des pamphlets. Elle ne sait pas. Elle espère. Elle formule ça avec la précision d'une femme qui a réfléchi à la théologie depuis qu'elle est dans cette cellule et qui est arrivée à une position honnête. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je veux croire. Elle parle de ses enfants une dernière fois vers la fin. Madame Royal, sa fille, elle lui demande d'être une amie pour elle, de lui apprendre ce qu'une mère lui aurait appris. Et ici, pour la première fois dans la lettre, il y a quelque chose qui ressemble à une rupture dans le ton. Quelque chose de moins maîtrisé, de moins organisé. Les phrases se font plus courtes, moins construites. On sent qu'elle est au bord de quelque chose et qu'elle se retient de ne pas y tomber. Parce que si elle y tombe, elle ne pourra peut-être plus écrire. Et il faut finir. Elle finit. Elle signe. Et maintenant, voici la chose qui fait que cette lettre n'est pas seulement une lettre. Voici la chose qui en fait quelque chose d'autre. Quelque chose que même les historiens qui ont consacré leur vie à cette période hésitent à formuler sans une certaine émotion. Cette lettre n'arrive jamais à Madame Élisabeth. Elle n'arrive pas. Elle est interceptée. Par qui exactement? Les versions varient légèrement. Mais ce qui est certain, c'est que Robespierre lui-même entre en possession de la lettre. On ne sait pas avec certitude pourquoi il la garde. On ne sait pas ce qu'il en pense. La lettre reste dans ses papiers. Elle reste cachée. Et Madame Élisabeth, qui est toujours au Temple, qui sera elle-même guillotinée en mai 1794, ne lira jamais les dernières lignes que sa belle-sœur lui a adressées dans les heures précédant sa mort. Elle mourra sans savoir ce que Marie-Antoinette lui avait dit. Ce détail d'une lettre qui existe mais qui n'arrive pas, qui a voyagé de la cellule de la conciergerie jusqu'au papier de Robespierre sans jamais toucher les mains à qui elle était destinée, est l'une des choses les plus étranges de cette histoire. Pas étrange comme un mystère non résolu, étrange comme quelque chose qu'on comprend factuellement mais qui refuse de trouver sa place dans l'ordre rationnel des choses. La lettre est découverte après la chute de Robespierre en Thermidor 1794. Robespierre lui-même guillotiné quelques mois après Marie-Antoinette, dans cette guillotine qu'il avait nourrie de tant d'autres. Ces papiers sont saisis, examinés, et parmi eux se trouve la lettre. Elle passe entre plusieurs mains avant d'être finalement rendue à ce qui reste de la famille royale. Madame Royale, libérée en 1795 et échangée contre des prisonniers français détenus en Autriche, la reçoit éventuellement. C'est elle qui lit en premier les mots que sa mère avait écrits pour quelqu'un d'autre. Mais dans ces heures de la nuit du 15 au 16 octobre, rien de tout cela n'existe encore. Il y a seulement cette cellule, cette chandelle qui baisse, et une femme qui finit une lettre. La plume s'arrête, l'encre sèche. Il reste encore plusieurs heures avant l'aube. Il reste encore, quelque part dans ce bâtiment, des gens qui préparent des choses. Des lames, des cordes, une charrette. Les mécanismes de la mort administrative de la Révolution fonctionnent avec une efficacité qui, à cette distance, a quelque chose d'indécent dans sa régularité. On programme des exécutions comme on programme des audiences. Il y a des créneaux horaires. Il y a des gens dont c'est le métier. Le bourreau de Paris s'appelle Charles-Henri Sanson. Il a 51 ans. C'est un homme qui a exécuté Louis XVI 9 mois plus tôt. Il a tenu sa tête levée après, selon le protocole, pour la montrer à la foule. Il a grandi dans cette profession. Son père était bourreau, son grand-père était bourreau. C'est une ligne familiale, une transmission de métier, comme les boulangers et les forgerons. Il tient un journal, où ses proches en tiennent un pour lui. Les sources sur Sanson sont complexes et certains textes qui lui sont attribués sont d'authenticité discutée. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe, qu'il est là ce matin et qu'il fait son travail. Ce qu'on sait de la matinée du 16 octobre,
On le sait par plusieurs sources simultanées et partiellement contradictoires. Les témoignages sont nombreux. La mort d'une reine attire les regards et les plumes. Mais ils ne s'accordent pas sur tous les détails. Ce qu'on peut dire avec confiance, elle se lève tôt. Elle demande à changer de linge, elle a ses règles de façon inattendue dans ce matin-là, et elle a besoin d'une chemise propre. Elle demande à se changer derrière un paravent. Le garde refuse. Elle se change quand même, dos tourné, dans l'espace minimal de dignité qu'elle peut se ménager entre sa volonté et sa situation. Ce détail-là, ce détail du paravent refusé, est noté par plusieurs sources et dit quelque chose sur la façon dont les dernières heures sont administrées. On lui coupe les cheveux. Samson ou son assistant, les descriptions varient, lui coupe les cheveux à la nuque pour dégager le cou. C'est la procédure, c'est nécessaire. Elle était autrefois connue pour ses cheveux, pour ses coiffures, pour ses constructions architecturales du XVIIIe siècle qui atteignaient parfois des hauteurs absurdes et qui étaient l'objet d'une industrie entière de perruquiers et de marchandes de mode. Maintenant, quelqu'un lui coupe les cheveux avec des ciseaux de prison, et elle laisse faire. Elle se confesse, ou tente de se confesser, avec le prêtre constitutionnel qui est disponible. Elle hésite, selon certains témoignages. Elle lui parle. Elle ne semble pas trouver ce qu'elle cherche dans cet échange, mais elle reste polie. La politesse, cette chose apprise si tôt et si profondément que même les ciseaux de prison et la charrette ne l'effacent pas. Et maintenant, on arrive au moment où la charrette sort dans la rue. Louis XVI avait été conduit à sa mort dans une voiture fermée. C'était 9 mois plus tôt, les choses étaient différentes. La Révolution était encore dans un rapport différent au spectacle. Marie-Antoinette, elle, est mise dans une charrette ouverte, une charrette ordinaire, en bois, sans siège confortable, tirée par un cheval ordinaire. Les mains liées derrière le dos. Le prêtre constitutionnel à côté d'elle, Samson derrière. Le trajet de la conciergerie à la place de la Révolution, qui s'appelle aujourd'hui la place de la Concorde, est long. Il traverse Paris. Il traverse la rue Saint-Honoré. Il traverse des quartiers entiers. Et le long de ce trajet, des gens regardent. Des milliers de gens. Ce qu'ils voient dépend de qui ils sont. Certains voient l'ennemi du peuple enfin puni. Certains voient quelqu'un qu'ils n'ont jamais personnellement rencontré, mais sur qui ils ont projeté pendant des années toutes les colères que l'injustice sociale accumule. Certains, et on le sait parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des journaux, parce qu'il y a des rapports de police qui notent l'atmosphère des foules pendant la terreur, certains ne savent pas exactement ce qu'ils voient. Ils sont là parce que les exécutions publiques sont publiques, parce que la mort d'une reine est un événement qui n'arrivera qu'une fois, parce que la curiosité est une force humaine qui ne demande pas toujours la permission à la morale. Un peintre nommé Jacques-Louis David est quelque part sur ce trajet. Il fait un croquis. Le croquis existe encore, au musée Carnavalet à Paris, si on veut le voir. C'est une image rapide, faite avec la vitesse de quelqu'un qui a 1 minute au maximum, au crayon ou à la plume. Elle y est petite, dans sa charrette, les mains liées. Ce n'est pas un portrait flatteur. David ne cherche pas la flatterie dans ce moment. Il cherche la vérité immédiate, celle qu'on attrape en quelques lignes avant que la charrette soit passée. Il n'y a pas de grandeur dans ce croquis. Il y a une femme, petite, dans une charrette de bois, sous un ciel d'octobre. C'est peut-être la représentation la plus honnête qui existe d'elle. La place de la Révolution est grande et ouverte, avec une vue dégagée sur les jardins des Tuileries d'un côté et les Champs-Élysées de l'autre. L'échafaud est au centre. La foule est dense. Il y a des gens qui ont apporté de la nourriture, qui ont réservé leur place depuis le matin. Il y a des tricoteuses, les fameuses tricoteuses de la Révolution, ces femmes qui assistaient aux exécutions en tricotant et qui sont devenues dans l'imaginaire révolutionnaire une image parmi les plus singulières et les plus difficiles à décoder de cette période. Tricotent-elles vraiment pendant les exécutions ? Les sources sont moins unanimes qu'on ne le croit. Certaines oui, probablement. D'autres sont peut-être là par obligation sociale, par curiosité, par quelque chose de moins facilement catégorisable. Marie-Antoinette descend de la charrette. Elle monte les marches de l'échafaud, et là, il se passe quelque chose de microscopique, de si petit qu'on pourrait décider de ne pas le mentionner, et pourtant c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette matinée. En montant les marches, elle marche sur le pied de Samson. Elle se retourne, elle dit
Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, c'est ça. C'est cette phrase-là qui traverse les siècles et qui arrive jusqu'ici, jusqu'à nous, intacte et impossible à expliquer complètement. Pas un discours, pas une déclaration, pas une dernière volonté politique ou une phrase destinée à l'histoire. Une excuse réflexe, adressée à l'homme qui va lui prendre la tête, parce qu'elle lui a marché sur le pied et que ses mains sont attachées dans le dos et qu'elle n'a pas pu se rattraper. On peut faire deux choses avec cette phrase. On peut décider qu'elle prouve quelque chose de grand, la noblesse naturelle, la grâce absolue, la civilisation contre la barbarie, toute la rhétorique royaliste qui a transformé Marie-Antoinette en martyre catholique pendant les 2 siècles suivants. Ou on peut faire quelque chose de plus simple et de plus difficile, la prendre pour ce qu'elle est. Un réflexe, une politesse. La réponse automatique d'une femme élevée depuis l'enfance dans l'idée que les gestes précipités tâchent, que les fautes s'excusent, que même dans la pire des circonstances, on répond à l'accident par la courtoisie. Les deux lectures sont vraies en même temps. Et c'est pour ça que cette phrase tient, 200 ans après. Samson, lui, ne répond rien. Il n'y a aucun témoignage de ce qu'il dit, s'il dit quelque chose. Il est probable qu'il ne dit rien. Il a un travail à faire, et il le fait. Il la guide vers la planche bascule, ce mécanisme de la guillotine qu'on appelle la bascule, où le condamné est allongé, de façon à ce que le cou se présente correctement sous la lunette. Elle est allongée. La lunette se ferme sur son cou, elle ne peut plus voir la foule. Elle ne peut plus voir le ciel d'octobre, gris et ordinaire. Elle voit le panier de bois au-dessous d'elle, probablement, ou peut-être qu'elle ferme les yeux. Le couperet tombe. C'est fini à 12:15 environ. Certaines sources disent 12:20, d'autres 12:10. Les horloges de Paris ne s'accordent pas toujours, et personne ce matin-là ne compte les minutes avec la précision d'un historien. Ce qu'on sait, la matinée est déjà avancée. Le soleil, s'il y a du soleil, est haut. La foule réagit, cris, applaudissements dans certaines parties, selon les rapports de police qui notent l'atmosphère des exécutions avec le détachement professionnel des fonctionnaires. Quelqu'un, Samson ou un aide, soulève la tête et la montre à la foule. C'est le protocole, c'est ce qu'on fait. Il y a des gens dans la foule qui vont rentrer chez eux et manger leur dîner ce soir. Il y a des gens qui vont écrire des lettres à leur famille en province pour raconter ce qu'ils ont vu. Il y a des gens qui rêveront de ça pendant des semaines et qui ne le diront à personne parce qu'il n'y a pas de mots disponibles dans le vocabulaire de 1793 pour dire « j'étais là, j'ai regardé et je ne sais pas comment me sentir ». Et pendant tout ce temps, Madame Élisabeth est au temple. Elle ne sait pas encore. Ou peut-être qu'elle sait. La nouvelle d'une exécution royale se répand vite dans Paris, et les gardiens du temple ne sont pas tous imperméables aux informations qui circulent. Mais la lettre, elle, est déjà ailleurs. La lettre a quitté la conciergerie dans des conditions qu'on ne connaît pas exactement. On sait qu'elle a été remise, ou interceptée, par quelqu'un dans le système administratif révolutionnaire. On sait qu'elle finit dans les mains de Robespierre. Ce trajet entre la cellule et les papiers de Robespierre, entre la plume de Marie-Antoinette et les archives de la Terreur, est le trajet le moins documenté de toute cette histoire. Et c'est peut-être normal. Les actes d'interception ne laissent pas de traces de leur propre interception. Robespierre. Maximilien de Robespierre, l'incorruptible. L'avocat d'Arras qui est devenu la figure centrale de la Terreur, il est à ce moment au sommet absolu de son pouvoir. Le comité de salut public qu'il domine fait tourner la guillotine avec une régularité qui commence à inquiéter même certains de ses propres alliés. Il a 35 ans, il dort peu, il a des migraines fréquentes selon ses contemporains, il est, par tous les témoignages, quelqu'un de profondément convaincu de la justesse de ce qu'il fait, ce qui est peut-être la chose la plus terrifiante qu'on puisse dire d'un homme responsable de milliers de morts. Pourquoi garde-t-il la lettre ? On ne peut pas répondre à cette question avec certitude. Les historiens ont proposé plusieurs hypothèses. La première, il l'a gardée comme document politique. Une lettre écrite par la ci-devant reine dans ses dernières heures pourrait avoir une valeur instrumentale, pourrait être utilisée ou instrumentalisée selon les besoins. La deuxième, il a voulu s'assurer qu'elle n'atteigne pas sa destinataire précisément parce qu'il ne voulait pas que Madame Élisabeth ait accès à quelque chose de réconfortant. La troisième, celle que personne ne formule vraiment, mais que la simple logique humaine rend plausible.
Il l'a lu, et il n'a pas pu se défaire de ce qu'il y avait lu. On ne sait pas. On ne saura jamais. C'est l'une de ces lacunes que l'histoire laisse béante, et dans lesquelles on peut projeter beaucoup de choses, mais projeter n'est pas savoir, et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ce qu'on sait, c'est que la lettre reste dans ses papiers pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, les choses continuent leur trajectoire. Madame Élisabeth est jugée en mai 1794, jugée rapidement, condamnée rapidement, comme tous ceux qui passaient devant le tribunal à cette période de la terreur où la vitesse des condamnations avait encore accéléré. Elle est guillotinée le 10 mai 1794. Elle a 30 ans. Sur l'échafaud, selon les témoignages, elle reste calme jusqu'à la fin. Elle prie. Il y a quelque chose d'une cohérence absolue dans sa mort. Quelqu'un qui avait choisi de rester par conviction meurt comme quelqu'un qui avait choisi de rester par conviction. Elle meurt sans avoir lu la lettre. Ce n'est pas un détail mineur, c'est le centre de tout. Marie-Antoinette avait passé la nuit à écrire pour quelqu'un qui ne lirait jamais. Elle avait choisi ses mots, organisé ses pensées, structuré ses derniers messages à ses enfants, son dernier pardon, ses dernières questions théologiques, et tout ça avait voyagé dans le mauvais sens, vers les mauvaises mains, et s'était arrêté là. Madame Élisabeth est morte sans savoir ce que sa belle-sœur pensait d'elle, sans savoir ce qu'elle lui avait confié, sans avoir reçu cette sorte d'adieu que les gens qui vont mourir ont besoin de donner et que les gens qui restent ont besoin de recevoir. L'histoire rattrape Robespierre en juillet 1794, avec cette ironie que les révolutions réservent à leurs enfants les plus ardents. Thermidor, le 9e jour du mois Thermidor de l'an 2, le 27 juillet 1794, selon le calendrier grégorien. La Convention se retourne contre lui. Les raisons sont complexes et multiples. La peur, les ambitions personnelles des autres membres du comité, la fatigue de la terreur, la conviction croissante que personne n'est à l'abri tant que la machine continue. Robespierre est arrêté, jugé en quelques heures, avec la même célérité expéditive qu'il avait appliquée aux autres, et guillotiné le lendemain. Ses papiers sont saisis, et parmi ces papiers, la lettre. Quand les archivistes et fonctionnaires de la Convention post-thermidorienne ouvrent les dossiers de Robespierre, ils trouvent des choses extraordinaires. Des listes, des correspondances, des plans. Et cette lettre en français, d'une écriture un peu plus hésitante que d'habitude, mais reconnaissable, adressée à « ma sœur », qui commence par les mots que les Français qui connaissent cette histoire reconnaissent immédiatement. La lettre est authentifiée. Elle circule. Elle finit, par un chemin long et sinueux qui prend des années, parce que les années post-révolutionnaires sont chaotiques et que les objets circulent dans des directions imprévisibles, elle finit par atteindre Madame Royale. Marie-Thérèse Charlotte, la fille survivante de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui avait été libérée de sa prison en décembre 1795, échangée contre des prisonniers français détenus par l'Autriche, et qui avait quitté la France pour ne plus jamais vraiment y appartenir. Madame Royale a 17 ans, quand elle lit pour la première fois les mots que sa mère avait écrits pour quelqu'un d'autre. Elle lit une lettre qui n'était pas pour elle. Une lettre dans laquelle sa mère parle d'elle en 3e personne, lui adresse un message indirect via Madame Élisabeth, lui demande d'être forte, de ne pas haïr ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Elle lit ça à 17 ans, après 2 ans et demi d'emprisonnement, après avoir perdu son père, sa mère, son frère et sa tante à la Révolution. Son frère Louis-Charles, le dauphin, est mort en juin 1795 dans des conditions qui restent l'un des épisodes les plus sombres de toute cette histoire, à 10 ans. De ce qui ressemblait à la tuberculose, aggravée par des conditions de détention inhumaines. Elle lit cette lettre. Et on n'a aucun témoignage de ce qu'elle ressent. Aucun journal, aucune lettre écrite dans les heures ou les jours suivants. C'est un autre silence dans cette histoire qui en contient beaucoup. Peut-être qu'elle pleure. Peut-être qu'elle est au-delà des pleurs. 2 ans et demi d'emprisonnement et 4 deuils consécutifs, ça fait quelque chose à la capacité de pleurer. Peut-être qu'elle lit la lettre et qu'elle la relit, parce que c'est la dernière fois qu'elle entend la voix de sa mère, et qu'on ne lâche pas facilement la dernière fois. Revenons à la lettre elle-même, parce qu'il faut y revenir une dernière fois. Il faut vraiment s'y arrêter et regarder ce qu'elle contient, au-delà des résumés et des citations découpées qu'on voit dans les manuels.
La lettre fait 4 pages. Pas un feuillet, pas un mot griffonné à la hâte, 4 pages, écrites dans la nuit, à la chandelle, par quelqu'un qui sait qu'elle va mourir dans quelques heures. Et dans ces 4 pages, il y a à peine une ligne de colère. Cherchez-la, elle m'est presque pas là. Il y a de la douleur, de l'inquiétude pour les enfants, de la foi religieuse formulée avec une honnêteté inhabituelle, de l'amour pour une belle-sœur. Il y a le pardon à son fils. Il y a même, dans un passage qui passe souvent inaperçu, une sorte de bienveillance générale. Elle dit quelque chose qui ressemble à « J'espère que tout le monde pourra être heureux un jour ». Tout le monde. Pas ses enfants, pas ses alliés, pas les royalistes. Tout le monde. C'est vertigineux. Est-ce qu'elle le pense vraiment ? Est-ce que c'est la foi chrétienne qui parle, ce commandement d'amour pour l'ennemi qui est plus facile à formuler à 4 heures du matin avant l'échafaud qu'à n'importe quel autre moment de la vie ? Est-ce que c'est quelque chose de plus simple, l'épuisement total, la résignation, la façon qu'a la mort imminente de rendre les rancœurs trop lourdes à porter ? On ne peut pas savoir. Et cette impossibilité de savoir est précisément ce qui rend cette phrase si difficile à évacuer. Elle dit aussi, et c'est ici qu'on touche peut-être le fond de la lettre, la phrase la plus personnelle, elle dit qu'elle a beaucoup souffert, mais qu'elle ne regrette pas d'avoir vécu ce qu'elle a vécu. Elle formule ça avec précaution, comme quelqu'un qui cherche ses mots, qui ne veut pas être mal compris. Ce n'est pas de la résignation stoïque, ce n'est pas non plus de la sentimentalité. C'est quelqu'un qui fait le bilan, dans les dernières heures, et qui trouve que le bilan contient des choses qu'elle ne voudrait pas effacer. Ses enfants, des moments, des liens. Cette femme que les pamphlets avaient réduite à une caricature d'excès et de trahison, que la Révolution jugeait comme le symbole de tout ce qu'il fallait détruire pour que quelque chose de neuf puisse exister, cette femme dans sa cellule de 10 mètres carrés avec sa chandelle qui baisse, écrit qu'elle ne regrette pas. C'est peut-être le geste le plus subversif de toute sa vie. Il faut parler maintenant de ce que cette lettre est devenue. Pas seulement comme document historique, mais comme objet dans le monde. Parce que la lettre a une vie après Marie-Antoinette qui est presque aussi étrange que la vie de Marie-Antoinette elle-même. Après être passée entre les mains de Madame Royale, la lettre entre dans la possession des archives de la Maison de Bourbon. Elle est copiée, recopiée, traduite. Au XIXe siècle, pendant la Restauration, quand la monarchie revient en France sous Louis XVIII puis Charles X, la lettre devient un objet de vénération politique. La preuve, pour les royalistes, de la sainteté morale de Marie-Antoinette, la martyre, la femme injustement détruite par la barbarie révolutionnaire. On l'imprime, on la distribue, on la lit dans les cercles catholiques royalistes comme on lirait un texte édifiant. Des copies circulent en Autriche, en Angleterre, en Russie. Et puis le XIXe siècle avance et les choses se compliquent davantage, parce que la question de l'authenticité de la lettre est soulevée. Pas sérieusement, pas avec des arguments vraiment solides, mais soulevée quand même, parce que c'est le XIXe siècle et que les polémiques sur les documents royaux sont une industrie en soi. On compare les écritures, on examine le papier, on vérifie la cohérence des références internes. La lettre est authentique. Les historiens aujourd'hui ne doutent pas de cela. Mais ce débat, même artificiel, dit quelque chose sur le statut de la lettre. Elle était devenue trop importante pour rester simplement un document. Elle était devenue une arme, un emblème, un objet dont la signification dépassait son contenu. L'original de la lettre se trouve aujourd'hui aux Archives nationales de France, à Paris. Si vous voulez, et je veux dire vraiment, physiquement, mettre le doigt à 1 centimètre du papier sur lequel cette encre a séché, vous pouvez faire une demande de consultation. C'est de l'histoire rendue accessible, ce qui est l'une des choses que les Archives nationales font le mieux. Le papier est jauni, bien sûr, l'encre a légèrement passé, mais l'écriture est lisible. Et dans la lisibilité de cette écriture, dans ces lettres formées à 4h30 du matin par quelqu'un qui allait mourir, il y a quelque chose que les reproductions photographiques, aussi fidèles soient-elles, ne rendent pas complètement. Il y a la texture du geste. Pendant tout ce temps, pendant les 230 ans qui séparent cette mi-d'octobre de maintenant, Marie-Antoinette a été plusieurs choses simultanément, selon les besoins de ceux qui la regardaient. Elle a été la martyre royale,
la victime innocente, l'icône catholique. Elle a été la dépensière irresponsable, le symbole de l'aristocratie déconnectée du peuple. Elle a été récupérée par les féministes comme exemple de femmes jugées plus sévèrement que les hommes dans des circonstances comparables, ce qui contient une vérité réelle, dans la mesure où Louis XVI n'a pas eu à endurer des accusations d'inceste au moment de son procès. Elle a été transformée en icône pop par Sofia Coppola en 2006, dans un film qui a divisé, précisément parce qu'il prenait au sérieux l'intériorité d'une femme que les représentations précédentes avaient souvent réduite à une surface. Chaque époque fait Marie-Antoinette à son image. Ce n'est pas propre à Marie-Antoinette, c'est ce qu'on fait avec les figures historiques qui ont laissé suffisamment de vide autour d'elle pour qu'on puisse y projeter ce qu'on veut. Mais avec elle, ce phénomène est particulièrement visible parce que les projections sont particulièrement contradictoires. Et pendant tout ce temps, la lettre attend. Aux Archives nationales. Accessible, lisible. Ce qu'on projette rarement sur Marie-Antoinette, parce que ça ne sert aucune des narratives disponibles, c'est la banalité de certains aspects de sa souffrance. Pas la banalité comme diminution, la banalité comme universalité. Une mère séparée de ses enfants, quelqu'un qui perd son mari et ne peut pas faire son deuil dans un espace privé. Quelqu'un qui a été adulé, puis moqué, puis haï, et qui dans tout ça n'a jamais eu beaucoup de place pour être simplement une personne ordinaire, avec des pensées ordinaires et des émotions désordonnées. Elle avait une amitié très proche avec la princesse de Lamballe, Marie-Louise de Savoie-Carignan, une amitié qui a nourri des rumeurs pendant leur vivant et continue de nourrir des débats parmi les historiens, débats dans lesquels l'honnêteté commande de dire que les lettres entre elles ont pour la plupart disparu ou n'ont pas été conservées de façon accessible, et que les certitudes sont difficiles. Ce qu'on sait. La princesse de Lamballe avait aussi refusé de fuir, avait été emprisonnée, avait refusé de prêter serment contre la reine devant une commission révolutionnaire et avait été tuée lors des massacres de septembre 1792. Ces journées de violence populaire qui ont précédé la chute de la monarchie et pendant lesquelles les prisons parisiennes ont été envahies et leurs occupants massacrés. Sa tête avait été promenée au bout d'une pique sous les fenêtres du temple pour que Marie-Antoinette la voie. Les gardes du temple n'avaient pas réussi ou n'avaient pas essayé de l'en empêcher à temps. Cette image aussi vit dans la lettre, quelque part entre les lignes. Pas explicitement, Marie-Antoinette ne mentionne pas la princesse de Lamballe dans la lettre, pour des raisons qu'on ne peut que supposer. Mais l'accumulation de pertes que représente cette vie, la façon dont les gens qu'elle avait aimés avaient disparu les uns après les autres, d'abord le son Carlin à 14 ans sur l'île du Rhin, ce détail absurdement mineur dans l'ensemble des tragédies, et puis tout le reste, cette accumulation est présente dans la façon dont elle écrit, dans la compression, dans la sélection de ce qu'elle choisit de dire et de ce qu'elle ne dit pas. Les 4h30 du matin sont une heure particulière pour écrire une lettre d'adieu. Pas minuit, qui serait dramatique, pas 6h du matin, qui serait presque ordinaire. 4h30, c'est l'heure la plus sombre, l'heure où même les insomniaques finissent par s'effondrer, l'heure où les décisions prises semblent souvent différentes le lendemain, l'heure où le corps réclame quelque chose que la situation interdit d'obtenir. Elle écrit à cette heure-là, pas parce qu'elle l'a choisi de façon symbolique, mais parce que c'est l'heure à laquelle elle a fini d'être jugée, l'heure à laquelle le papier a été apporté, l'heure à laquelle la chandelle était allumée et la main était prête. Il y a quelque chose d'important dans cette absence de choix, dans le fait que même cet acte ultime, cette lettre qui est tout ce qu'il lui reste à donner, se fait dans des conditions qu'elle ne contrôle pas. Le papier fourni par les gardiens, l'encre du tribunal, la chandelle de suif, l'heure imposée par le verdict. Et pourtant, dans ces conditions non choisies, elle fait quelque chose de complètement sien. Les mots sont siens, l'ordre est le sien, le pardon est le sien. La lettre est sienne même si presque tout ce qui l'entoure ne l'est pas. C'est peut-être ça finalement ce que cette lettre dit sur elle. Au-delà des analyses politiques, au-delà des lectures hagiographiques ou révisionnistes, au-delà des projections de chaque époque. C'est le portrait d'une personne qui, dans l'espace minimal qui lui restait, a choisi comment l'utiliser. Un espace de 4 pages, 1 heure environ, une chandelle. Elle écrit, elle finit, elle plie peut-être le papier, ou peut-être qu'elle le laisse plat sur la table et que c'est quelqu'un d'autre qui le plie.
Elle donne la lettre, ou elle la laisse là et quelqu'un la prend, et puis elle attend l'aube. Et dans cette attente, dans ce temps entre la fin de la lettre et le début du matin, il y a une chose encore à dire. Une chose minuscule, rapportée dans un seul témoignage, celui d'une femme qui servait comme aide dans la section des prisonnières de la conciergerie, un témoignage dont l'authenticité n'est pas garantie à 100%, il faut le préciser, mais qui a été transmis et retransmis avec suffisamment de constance pour mériter d'être dit. Cette femme raconte que dans les premières heures du matin, avant que les préparatifs officiels du bourreau commencent, l'un des jeunes gardes, un garçon de peut-être 18, 19 ans, quelqu'un qui avait passé des semaines à surveiller la prisonnière sans jamais lui parler, s'est approché de sa cellule. Il n'est pas entré. Il est resté dans l'embrasure. Et il lui a tendu quelque chose, un petit pain ou un morceau de pain, selon les versions, le genre de choses qu'on met dans sa poche le matin et qu'on mange en marchant. Il ne lui dit rien. Il tend juste la main avec le pain. Elle le regarde. Elle prend le pain. Il repart. C'est tout. Ce n'est pas un acte héroïque. Ce garçon ne la sauve pas. Il ne change pas le cours de l'histoire. Il ne défie pas la Révolution ou le comité de salut public ou quoi que ce soit d'autre. Il donne un morceau de pain à quelqu'un qui va mourir dans quelques heures, parce que cette personne a peut-être faim, ou parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre, ou parce que quelque chose en lui, quelque chose de très simple, de très pré-politique, de très antérieur à toutes les idéologies disponibles, lui dit qu'on ne laisse pas quelqu'un mourir sans lui donner quelque chose. Et elle le prend.